Orthoptiste de formation, enseignant et maintenant directeur médical et marketing pour Zeiss, je reçois aujourd'hui Raphaël Amar. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour la 4e saison et ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Raphaël nous parle de son parcours inspirant et exemplaire en ophtalmologie et nous partage sa vision de la téléophtalmologie et de l'apport de l'IA en ophtalmologie générale, mais également au sein de la technologie Zeiss spécifiquement. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Votre invité aujourd'hui sur Vision d'Expert, Raphaël Amar. Un profil particulier dans l'ophtalmologie et des profils que moi j'aime beaucoup parce que tu viens d'un monde, tu vas nous l'expliquer, qui n'est pas de l'industrie. Tu es orthoptiste de base. Tu es désormais directeur médical et marketing chez Zeiss, l'un des leaders de l'industrie optique et optoélectronique. On va donc parler de ce parcours qui, moi, m'inspire et on parlera évidemment de toutes les nouveautés. Et moi, j'aimerais avoir comme ça une sorte de teasing sur qu'est-ce qui va révolutionner la pratique des ophtalmos. On l'a vu avec l'OCT, il y a de ça plus d'une vingtaine d'années maintenant. Qu'est-ce qui maintenant va changer? Écoute, je te propose déjà de te présenter toi-même et puis on reviendra sur tout ça. Écoute, déjà, Sébastien, merci pour ton invitation. C'est un plaisir d'être avec toi et de partager ce moment d'échange. Écoute, comme tu l'as dit, je suis orthoptiste de formation. J'ai en fait ouvert la consultation d'orthopsie en 2000. J'avais 25 ans, en libéral, à l'hôpital américain. Et la même année, je suis rentré aussi à la clinique de la vision. J'ai travaillé pendant plus de 16 ans donc à l'hôpital américain et à la clinique de la vision, où je me suis hyper spécialisé dans toute l'imagerie ophtalmologique. J'ai fait pas mal de communication, des participations aussi à des bouquins et aussi enseignant à la fac. Et vers 37-38 ans, j'ai voulu ouvrir le champ des possibles aussi, en m'inscrivant à un master spécialisé en stratégie et management des industries de santé à l'ESSEC. J'ai terminé majeur de promo en étant orthoptiste avec beaucoup de médecins, de chercheurs et d'autres personnes dans la promotion de différents horizons. Et à la sortie de ce diplôme, j'étais déjà consultant pour pas mal de boîtes, et notamment de Zeiss, qui m'a proposé finalement de créer le pôle santé visuelle dans la division des verres de lunettes. Et donc, j'ai créé tout le pôle en partant de zéro. Et il y a 4 ans, j'ai repris la direction marketing de la division médicale. Donc, qui couvre tout le diagnostic, la chirurgie, les implants, la connectivité, la réfractive, mais aussi d'autres spécialités comme la neurochir, l'ORL, le dentaire. Donc, tu vois, très varié et j'occupe aujourd'hui la responsabilité sur ces 2 services dans 2 divisions différentes en France. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas nous raconter tout ça. Moi, j'aimerais savoir, au tout départ, la genèse de tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'orthopsie? En fait, j'ai fait donc P1, PCEM1 à l'époque. J'ai pas été reçu, j'ai été reçu collé, c'est-à-dire t'as la moyenne, mais t'as pas le droit de passer en médecine. J'avais l'équivalence pour faire de la biologie. Je me voyais mal terminer sur une paillasse de recherche, pour être très honnête. Je voulais faire du soin. Et j'ai découvert finalement l'orthopsie par hasard et j'ai été faire une journée avec une personne qu'on avait présentée. Et quand j'ai vu l'exploration du champ visuel, je me suis dit, tiens, on connaît pas tout sur l'ophtalmologie, sur l'œil. Et ça sera encore infini, en tout cas sur les connaissances. Ça m'a donné envie. Et puis surtout, ce qui m'a tiré, c'est que après 3 mois de formation et un probatoire, en fait, tu rentrais dans un service d'ophtalmologie et tu étais face aux patients. Et donc, c'est ce qui m'a plu, d'être tout de suite, à soigner et rééduquer des gens au départ. Et j'ai eu des maîtres de stage passionnants qui m'ont transmis leur passion du métier et ce qui m'a ouvert en tout cas l'esprit sur beaucoup, beaucoup de choses et notamment la vision systémique des choses. Pas seulement traiter 2 yeux, mais c'est traiter 2 yeux dans une globalité et notamment du corps humain avec la posture, avec aussi les conséquences quand on a une basse vision. On va mettre en place d'autres stratégies. Tout ça m'a attiré, donc c'est un petit peu de là que tout est parti finalement. D'accord. Donc, du coup, tu disais tu as démarré en 2000. Alors C'était. j'ai démarré en 98 dans un service de prise en charge pour des enfants malvoyants.
Mais en même temps, on avait la possibilité à l'époque, après l'orthopsie, de rentrer dans une licence et une maîtrise de sciences de l'éducation. C'était la seule équivalence pour une licence et une maîtrise. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, je suis rentré dans un S3IS de prise en charge pour des enfants malvoyants et donc l'intégration scolaire. Donc j'ai commencé par la malvoyance et la basse vision. Et en 2000, 2 ans après, en effet, j'ai créé la consultation d'orthopsie et c'était Dan Le Buisson, qui est mon maître à l'époque et qui est aujourd'hui un ami qui m'a donné cette opportunité de travailler à l'hôpital américain. D'accord. Alors, du coup, tu as vécu les deux facettes du métier, la rééducation et la préconsultation. Ouais, complètement. En fait, j'ai commencé même par la rééducation, hyper spécialisé. J'étais passé par le service du professeur Corbet, militaire, aux Invalides, dans un service de prise en charge multidisciplinaire en basse vision, ce qui m'a aussi ouvert l'esprit sur la prise en charge globale des patients. Et du coup, je me suis passionné aussi dans la basse vision. Donc très tôt, à l'hôpital américain, il y avait aussi des personnes âgées qui présentaient des DMLA qu'il fallait rééduquer en développant des néopoints de fixation et donc de nouvelles stratégies visuelles pour apprendre à reprendre la lecture. Et du coup, j'ai fait à la fois en effet de la rééducation et puis comme j'étais aussi à la clinique de la vision, où c'était en fait le départ des chirurgies guidées par aberrométrie. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais c'était une chirurgie sur laquelle en fait on analysait les aberrations optiques des yeux pour pouvoir les traiter pendant l'opération avec un traitement personnalisé. Et du coup, comme c'était des technologies très complexes, il fallait une personne pour faire tous ces examens, topographie, aberrométrie. Et du coup, je me suis passionné là-dedans et j'ai continué. Et voilà, j'ai terminé sur les tribunes aussi et les podiums pour en parler parce que, après tant d'années, je connaissais bien le sujet. D'accord. Et donc, du coup, à un moment de ta carrière, tu fais le choix donc de repartir sur les bancs de l'école, que tu n'as jamais vraiment quitté, parce qu'en fait, tu étais plutôt côté enseignant, tu l'as dit. Qu'est-ce qui fait? Parce que je te doute que dans ces cas-là, quand tu commences à prendre cette voie, tu risques de sortir du lien avec le patient. C'était un petit peu un En ras-le-bol fait, ou pour moi, alors c'est comment? non, non, pas du tout. C'est une continuité. Il faut savoir que pendant 15-16 ans, j'ai dû dormir 3-4 heures par nuit. Ouais. La consultation le jour et la nuit, j'écrivais mes articles, mes publications, mes cours. Et en fait, je me donnais l'objectif chaque année de soumettre un abstract à la SFO ou à l'American Academy ou à l'ARVO ou à la SCRS. Donc, je me mettais des objectifs personnels et des challenges pour progresser, développer encore de nouvelles compétences et puis voilà, parler aussi des nouvelles technologies. Donc, je me suis toujours challengé personnellement. Et finalement, quand tu te challenges, puis tu fais la consultation, l'enseignement, et puis après, j'étais aussi associé avec deux médecins, le docteur Le Buisson, docteur Bocobza, pour l'organisation des ateliers d'ophtalmologie pratique que j'ai dirigé au niveau de la coordination pendant 6 ans. Quand tu as fait tout ça et tu as écrit pas mal de bouquins et tu as contribué aussi au rapport de la Société française d'ophtalmologie, donc tu as fait pas mal de choses, tu te dis, bon, si tu continues jusqu'à 50 ans, tu vas continuer comme ça, tu auras 400 publications, 40 bouquins, mais après, à 50 ans, peut-être que tu voudras faire autre chose que de l'orthopsie. Et peut-être que c'est maintenant qu'il faut prendre le virage. Du D'accord. coup, à 38 ans, je me suis dit, allez, je me suis lancé un défi. Je n'étais pas du tout certain, rentrer à l'ESSEC, bon, même si, voilà, c'est une école de commerce, mais c'est une grande école de commerce. Et puis, c'est surtout une école de management. Et ce qui m'a intéressé dans l'ESSEC, c'est les valeurs humaines. Voilà, il y a plein d'écoles de commerce, mais l'ESSEC, c'est surtout, voilà, les valeurs humaines qui m'ont attiré. Finalement, j'ai été en tout cas accepté en tant que candidat. Je suis arrivé dans une promotion avec des médecins, des chercheurs d'Harvard, des ingénieurs biomédicaux, des pharmaciens. J'étais le seul orthoptiste, ils ne savaient même pas ce que c'était un orthoptiste. Et en fait, j'ai travaillé sur une thèse professionnelle autour de la téléophtalmologie à l'époque, il y a 10 ans de ça. Et du coup, ça m'a permis d'avoir les félicitations du jury et de terminer major de promo à l'époque. Donc voilà, des challenges et surtout l'envie de me dépasser. Voilà. D'accord, super. Très belle évolution. Et en plus, on sent le recul que tu avais sur. Alors ça, c'est vrai que c'est toujours, on raconte ça après, hein, mais
Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que on peut évoluer, on peut changer dans la vie. On n'est jamais figé sur quelque chose. Et quand quelque chose nous paraît au bout d'un moment un petit peu étroit parce que on a déjà fait pas mal de choses, on peut évoluer. C'est un petit peu ce que j'ai fait moi aussi quand je suis sorti de la grande distribution. J'ai découvert un autre monde dans l'ophtalmologie où il y avait plein de choses à faire. Et puis au bout de 5 ans en centre, j'ai senti que peut-être je pouvais apporter encore plus à ce monde-là. Et donc du coup, maintenant, ça fait 5 ans que je suis consultant. Donc je connais bien ça. Et donc du coup, tu le disais, tu passes chez Zeiss. Raconte-moi un petit peu la création de ce pôle santé. Alors, bah, écoute, Zeiss est très connu des ophtalmologistes au niveau médical et chirurgical parce que en fait, ils opèrent tous les jours sur des microscopes Zeiss. Et c'est, on va dire, le gold standard. Aujourd'hui, on a plus de 85-90% de parts de marché sur la microscopie des blocs opérateurs en ophtalmologie. Du coup, les ophtalmologistes connaissent très bien Zeiss, bon, voilà, pour les technologies diagnostiques avancées, pour la microscopie, mais ils ne connaissaient pas les verres Zeiss. D'accord. On est quand même sur une terre française où il y a un grand leader français qui est très connu et qui forcément, bah, ils connaissaient très bien leurs solutions, mais pas du tout les solutions en verre de lunettes pour Zeiss. Et du coup, la mission, c'était de créer un pôle santé visuelle pour aller informer les ophtalmologistes des solutions verre de lunettes. Et donc, bah, je suis parti tout seul. Et puis, une personne avec moi. Et puis ensuite, une équipe de 8 personnes. Et puis aujourd'hui, voilà, on est 7-8 personnes dans le service. Des attachés santé visuelle qui vont visiter les ophtalmologistes. On visite un peu plus de 2500 ophtalmologistes par an. Et du coup, on fait de l'information auprès des ophtalmologistes sur les nouvelles technologies en verre de lunettes. Et donc ensuite, ben, je prends toujours la direction, et c'est pour ça que je prends la direction médicale, mais c'est la direction plutôt du pôle santé visuelle. Et ensuite, j'ai rejoint la technologie médicale où on m'a confié la réorganisation du service marketing et communication. Donc encore sur un autre domaine, mais c'est un domaine que je connaissais en tant qu'orthoptiste et sur la chirurgie réfractive, je connaissais très bien. Donc c'est ça qui a complété en tout cas voilà, mon expérience chez Zeiss. Et donc ça fait 9 ans maintenant que je suis chez Zeiss. D'accord. Alors, du coup, marketing, communication, c'est de vrais métiers, hein. Il y a des Ouais. gens qui le font et qui ont fait des études, de hautes études là-dedans. Comment ça se passe? Tu es tutoré, mentoré dans ce nouveau métier? Alors bon, j'ai fait mes armes, on va dire déjà sur. C'est vrai que j'étais moins libéral, mais en plus libéral non conventionné, Ouais. qui était complètement atypique à l'époque, à 25 ans, à Neuilly-sur-Seine. Bon, voilà, c'est qui cet orthoptiste qui s'installe non conventionné à l'hôpital américain? Bon, voilà. Et donc, j'avais pas du tout d'expérience dans une grande société. Après, j'avais fait aussi mes armes avec les ateliers d'ophtalmologie pratique, qui était un congrès où on avait 1200 ophtalmologistes en 2 jours. On organisait 130 ateliers d'1 heure avec 150 speakers. Donc, voilà, grosse machinerie en tout cas d'organisation. Et en fait, c'est surtout à la santé visuelle que j'ai fait mes armes, hein, parce que en fait, quand tu es professionnel de santé, bah, quand tu mets en place des outils marketing, bah, finalement, tu sais ce que tu as envie de qu'on te raconte, ou en tout cas qu'on te dise. Du coup, on est dans la communication un petit peu peer-to-peer, hein, c'est-à-dire de pair à pair entre des médecins et des médecins ou des orthoptistes à orthoptistes. Et forcément, bah oui, on va plus vite entre guillemets sur le message clé qui va attirer l'attention. Et donc, bah voilà, en gagnant en confiance aussi avec l'expérience et puis avec des succès aussi sur le chemin, bah voilà, j'ai forgé une expérience. Le marketing dans le dispositif médical est quand même compliqué hein, pour le savoir. Il faut répondre à des conformités hein, de loi anti-cadeau, de conformité aussi vis-à-vis des allégations que l'on met sur une brochure marketing. Ça passe par la NSM quand on parle de dispositifs de classe 2B ou classe 3, c'est-à-dire des lasers ou des implants intraoculaires. On ne peut pas dire n'importe quoi dans le marketing. Donc tout ça, c'est aussi voilà une sorte d'ingénierie à connaître entre les textes de loi et puis ce qu'on peut dire sur nos solutions, les innovations. Mais là où en fait c'est génial, c'est que je suis entré dans un groupe déjà très humain et puis surtout basé sur l'innovation. C'est pratiquement 15% du chiffre d'affaires de Zeiss au global réinvesti en R&D chaque année, ce qui est colossal. C'est plus de, on va dire, 1 milliard 3, 1 milliard 5 d'investissement chaque année en R&D. Donc c'est l'innovation qui fait avancer l'entreprise. Et D'accord. ça, c'est passionnant.
C'est pas pour rien que Zeiss est là où il est actuellement. Petite chose, alors c'est un petit détail, mais autant je comprends pourquoi il est intéressant de démontrer les bienfaits des produits pour Oui. tout ce qui est implant, parce qu'on sait que l'implant, c'est le chirurgien qui va le choisir. Par contre, pour le verre pour moi, un ophtalmo, il va produire une ordonnance de lunettes, pas Mhm. forcément avec une marque de verre. Alors ça dépend. Il y a deux écoles, on va dire, hein. Il y en a qui veulent marquer une marque ou une mention générique, et puis d'autres qui se disent non, non, on n'a pas le droit de marquer une marque de verre sur une ordonnance. Bon, c'est une pratique, on va dire, quotidienne différente en fonction des ophtalmologistes. Mais comme chaque patient est différent et chaque adulte a des activités différentes, des besoins, des attentes différentes, il y a forcément une recommandation. On peut recommander un type de verre particulier comme on peut recommander un type d'implant particulier. En fonction de tes distances de travail, tu vas pas avoir le même verre, le même implant, la même technologie, la même géométrie. Donc tout ça, il y a des ophtalmologistes qui sont plus sensibles que d'autres. Et puis il y a des ophtalmologistes aujourd'hui qui travaillent avec des orthoptistes, qui prennent le temps d'expliquer, qui prennent le temps de faire une anamnèse, une recherche des besoins, des attentes, et puis après d'adapter aussi la bonne technologie. Encore une fois, c'est pas toujours la marque, mais c'est, on va dire, la bonne géométrie adaptée en fait à leurs besoins. D'accord, très bien. Ben, écoute, c'est plus clair. Tu le disais, j'ai rebondi là-dessus, que tu as pas mal étudié la téléophtalmologie avant finalement qu'elle n'existe, hein, la téléconsultation avant qu'elle Oui. n'existe réellement. J'aimerais connaître ton point de vue sur comment est-ce que tu la sens, parce qu'on sent qu'il y a deux courants, hein. Le Mhm. courant de la téléophtalmologie pour régler un petit peu, ou en tout cas aider à régler le problème des déserts médicaux, hein, Mhm. totalement compréhensible. Et puis il y a Mhm. aussi l'autre côté, le côté un peu plus mercantile, où on va mettre des cabines un peu partout, y compris aux endroits où on n'aurait pas forcément besoin. J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Alors ça fait, moi ça fait déjà en effet 10 ans que je m'y intéresse. Déjà à l'époque, il y avait quelques initiatives qui sortaient en France, hein, mais c'était les premières initiatives. C'est très complexe, et particulièrement en France. Très complexe parce que d'abord, il faut que tout le monde, en tout cas, soit respecté dans son métier. Et il y a quand même aujourd'hui la question des responsabilités. Il y a la question aussi de ce qu'on appelle la continuité de soins, c'est-à-dire de faire des examens qui permettent d'avoir un, entre guillemets, un examen complet et qui permettent de dépister finalement le patient, pas seulement dans la réfraction, mais aussi dans une tension oculaire, une rétinophotographie, pour éviter en fait d'avoir une pathologie qui peut s'aggraver derrière. Et donc, on va avoir finalement en effet deux courants. Une pratique aujourd'hui qui est faite dans les cabinets d'ophtalmologistes avec des orthoptistes à distance ou qui font les examens et qui envoient les résultats à distance. Donc après, il y a eu le protocole RNO et puis il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Donc ça a été légiféré. Et puis après, en effet, il y a des cabines qui s'installent petit à petit. On le voit aussi hein, dans les magasins d'optique parce que malgré tout, il y a un problème, une problématique en effet de délai. Il faut pas se leurrer. On a un souci aujourd'hui de nombre d'ophtalmologistes en France par rapport à l'augmentation des soins en ophtalmologie et des besoins en ophtalmologie. Et donc, Excuse-moi, il y a un problème de délai. je me permets de t'interrompre. Est-ce un problème de nombre d'ophtalmologistes ou de répartition sur le Alors, territoire? on va dire qu'il y a un problème, oui, déjà, il y a une hétérogénéité, entre guillemets, de la répartition, on va dire, des ophtalmologistes sur le territoire. Mais c'est pas lié seulement à l'ophtalmologie, hein. Tu vois d'autres spécialités, les dermatologistes ou d'autres spécialités, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc, oui, on sait aussi que les opticiens ont un très bon maillage territorial, hein, à peu près 12 500 points de vente en France, même plus. Du coup, un très bon maillage territorial. Et donc, dans certaines régions où c'est difficile d'avoir un rendez-vous, eh bien, en effet, il y a finalement cette alternative d'aller faire un examen, en tout cas avec un ophtalmologiste à distance, qui est en France quand même, ça aussi, ça a été débattu, hein, et qui permet d'avoir une ordonnance à distance. Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a ces nouveaux modèles, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a eu un problème de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes
un examen à distance, même pour une rétinophotographie. Alors, je ne sais plus le montant exact, mais on est à peu près à 11,40 € pour un médecin ophtalmologiste pour lire une rétino. Bon, c'est pas ça qui va l'inciter à faire du dépistage à distance. Du coup, en fait, il y a aussi une valorisation de cette pratique pour qu'il y ait une incitation finalement de cette pratique et une adoption des professionnels de santé. Et quand j'ai travaillé sur le sujet il y a une dizaine d'années, ce qui était intéressant, c'est que dans les stratégies de dépistage de la rétinopathie diabétique, notamment donc dans les grands pays comme l'Australie ou les États-Unis, où les distances sont très grandes et où en effet on a besoin en effet de faire de la télémédecine, eh bien en fait la technique était coût-efficace, c'est-à-dire au niveau médico-économique, c'était plus intéressant de faire du dépistage par de la télémédecine que la pratique traditionnelle lorsqu'on associait la télémédecine avec de l'intelligence artificielle. D'accord. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle allait trier les clichés au bout de la chaîne, et donc ça allait être un gain de temps pour le médecin, et du coup, ça devenait co-efficace quand on associait la télémédecine avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a des stratégies qui sont gagnantes, mais il faut aussi les mettre en place. Il faut que l'adoption se fasse par les professionnels de santé. Il faut aussi que les pouvoirs publics mettent de l'énergie pour eh bien, valoriser cette pratique. Et aujourd'hui, on se rend compte, quand tu vois un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, qu'il y a quand même encore des débats entre les ophtalmologistes, les opticiens, la place des orthoptistes aussi dans tout ça. Et donc forcément, le patient s'y perd aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, vers qui je m'oriente? Et il y a de la pédagogie à faire, il y a de l'information, et puis surtout, il y a à mettre tout le monde autour de la table. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire aussi progressivement dans la profession, mais je suis confiant pour la suite. D'accord, très bien, super. Merci pour ce point de vue. Tu as dévoilé le sujet, tu as parlé de l'IA. Mhm, L'IA, évidemment, on en met partout, hein, on s'en sert au quotidien, mhm. même sans le savoir parfois. Quelles sont selon toi les voie empruntée par l'IA. Alors, outre peut-être la voie classique du rouge-vert sur une rétino, ça on sait que Mhm, c'est déjà adopté, que ça marche très très bien. On mhm, le voit arriver aussi dans la gestion du flux patient, notamment avec Kali, des choses comme ça. mhm. Quelle est selon toi la voie majeure où l'IA va vraiment apporter aux médecins? Je pense que c'est dans entre guillemets, dans l'aide à la prédiction de survenue de certaines pathologies ou en tout cas la précocité de diagnostic de signes annonçateurs, en tout cas suffisamment précoces pour dire attention, il y a un risque d'aggravation. Et on sait que en fait, dans certaines pathologies, et je pense notamment au glaucome, c'est une approche anatomo-fonctionnelle qui permet d'avoir en fait un diagnostic global et surtout d'avoir des signes annonciateurs. Donc demain, en fait, l'IA va nous permettre d'avoir des indicateurs en fonction des signes anatomo-fonctionnels ou anatomiques à l'instant T qui vont me permettre de dire, bah là, il y a un risque d'évolution grave, en tout cas vers cette pathologie, il faut le prendre en compte. Et donc, ça va faciliter, on va dire, le travail de l'ophtalmologiste pour éviter d'aller chercher dans toutes les imageries, en tout cas réalisées sur le patient. Donc, on simplifie le travail du médecin, on lui fait gagner du temps. On standardise aussi la prise en charge, on va dire, mais il faut aussi que l'IA soit efficace. Donc, il faut les faire travailler sur des jeux de données et qu'on ait en effet voilà, des technologies qui soient en tout cas efficaces avec voilà, une efficacité prouvée aussi sur des modèles, en tout cas de publication et autres. Et donc qu'on ait entre guillemets une confiance dans Bien ce que sûr. va nous dire l'IA. Maintenant, voilà, il faut toujours avoir un regard critique de ce que nous dit, et le petit sens clinique humain fait la différence parce que il a le patient en face de lui. Là, ça, c'est la petite phrase que tu fais pour un petit peu ne pas te mettre les médecins à dos qui disent, bah non, mais il veut dire quoi, on va être remplacé. D'accord. Non, évidemment, on sait qu'à terme, il va falloir de toute façon que l'IA soit très très présente parce que Mm, de plus en plus, les diagnostics, quand on a ingéré des millions et des millions de clichés, forcément, elle va être extrêmement puissante. Par contre, il va toujours falloir l'aval du médecin. Et ça, moi, je fais un petit rapport. J'ai un ami qui est gendarme, pour mm, te dire, qui a été muté dans un service où il appuie sur un bouton pour valider les flashs des radars.
Et je lui dis, mais ton poste, il sert à rien là. Je veux dire, soit on est à 135, soit on est à 128, mais il me dit, non, je suis OPJ, officier de police judiciaire, donc du coup, eh bien, il faut que ce soit quelqu'un comme ça qui valide. Et c'est un peu ça. Le médecin est l'OPJ sur la santé oculaire, donc Ouais. du coup, il faut qu'il valide de toute façon. Alors là, les questions légales, c'est un agent assermenté. C'est L'IA ça. n'est pas encore assermenté. On n'arrive pas à D'accord. assermenter aujourd'hui un assistant IA. Mais oui, pour venir à cette question, je pense qu'on n'oppose pas, on va pas opposer directement, en tout cas dans la médecine, je dirais la machine et l'homme. Je pense qu'en fait, on aura des médecins augmentés. C'est ça. Et les publications le montrent. En fait, quand les médecins sont assistés avec de l'IA, ils sont plus efficaces que des médecins qui ne le sont pas. Et c'est des grosses et des grandes universités qui le disent. Donc bon voilà, je pense il faut pas en avoir peur. Il faut être vigilant malgré tout. Il faut prendre le mouvement. Il faut s'y mettre tout de suite. Mm. Ça va aller très vite. C'est vrai. Ne pas attendre et puis être prêt en tout cas à adopter, apprivoiser la technologie et développer, on va dire, un sens critique. Bien sûr. Le sens critique reste quand même important, quelle que soit la technologie, et je pense que c'est en l'adoptant au quotidien qu'on va aussi développer ce sens critique, voilà, dans certains cas de figure. D'accord, très bien. On sent que tu maîtrises le sujet, forcément. Est-ce que tu peux nous donner les quelques produits, justement, chez Zeiss, Ouais. qui ont été élaborés, qui sont sortis ou qui vont sortir, qui utilisent justement cette IA et qui peuvent justement révolutionner ou en tout cas faire évoluer le travail des médecins? Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'on a développé voilà, une unité spécifique à l'IA, en fait, chez Zeiss, donc avec des personnes qui travaillent uniquement dessus, et pas seulement dans la médecine, hein, sur d'autres champs d'application, comme la microscopie de recherche ou d'autres champs où on utilise l'IA. Sur la partie IA et ophtalmologie, alors il y a plein de développements qui sont en cours. Je peux pas en parler officiellement, mais ce que je peux partager, c'est notamment la sortie prochaine du Cirrus en fait Pathfinder, qui est en fait notre OCT, qui va être associé en fait à un algorithme qui va permettre d'analyser ce qu'on appelle les B-scans, donc les scanners, on va dire, de la macula, du cube maculaire, et qui va détecter automatiquement les B-scans anormaux. D'accord. Ça va éviter en fait aux médecins de passer tous les scans du cube maculaire et d'aller beaucoup plus vite là-dessus. Ça va nous permettre également d'augmenter la résolution de l'image parce que quand on fait de l'optique, il y a du bruit, entre guillemets, qui apparaît en tout cas lorsqu'on fait une acquisition optique. Du coup, on retravaille l'image pour augmenter la résolution. Et puis, il va y avoir aussi une segmentation des différentes couches de la rétine automatique grâce à l'IA. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel, voilà, une technologie pour laquelle on a obtenu un marquage CE, donc récemment, qui sera bientôt disponible en France. Et puis d'autres applications sur la chirurgie, il y a une application qui s'appelle Surgery Optimizer, qui pour des docteurs, jeunes docteurs en apprentissage, on va dire, ou juniors, qui sont au bloc opératoire, qui font une chirurgie de la cataracte. Et puis, bah, ils font leur chirurgie. Et après leur programme opératoire, ils rentrent chez eux ou ils sont au bureau à l'hôpital. Ils ont leur application. Ils vont télécharger l'opération qu'ils ont faite le matin ou l'après-midi. Et puis, en fait, automatiquement, l'IA va décomposer chaque étape de la chirurgie qu'il a faite. Et donc, c'est l'IA qui décompose, qui dit, bah voilà, le rexiste a mis tant de temps, la facote a mis tant de temps, et il va pouvoir le comparer avec la chirurgie d'un autre chirurgien senior peut-être du service, et du coup, il va permettre d'améliorer, entre guillemets, la courbe d'apprentissage de la chirurgie de la cataracte. Donc, je trouve que c'est dans l'air du temps. C'est voilà, c'est aujourd'hui l'IA qui va nous aider à améliorer la prise en charge et donc une meilleure sécurité, une meilleure prise en charge pour les patients. Donc D'accord, c'est plein d'espoir. chapitrage de l'intervention avec une comparaison, donc un coaching finalement. Alors c'est surtout ouais, le chapitrage avec la durée. Et tu sais qu'il y a des fois des étapes sur lesquelles on passe plus de temps et qui peuvent être, voilà, je dirais, générer d'autres problématiques, en tout cas pour l'œil. Et du coup, on va les comparer directement, en effet, avec un chirurgien plus senior. D'accord, très bien. Cyrus Pathfinder, visible à la SFO.
26? Oui, je peux le dire. Oui, ça a été présenté à l'ESRS et ça a été présenté à l'Euretina qui a eu lieu à Paris, là, d'ailleurs, début septembre. Donc, oui, Ok, ça sera super. officiel sur la SFO. Tu nous parles de ces deux produits-là. Alors évidemment, il y a une belle évolution. Je ne Mhm. vois pas forcément, alors peut-être de mon niveau de peu sachant, on va dire, mais est-ce que on le sait, l'OCT a révolutionné, avec le Mhm. traitement aussi de l'IVT dans un autre domaine, mais l'OCT a révolutionné l'ophtalmologie. Est-ce que tu vois une révolution poindre à l'horizon où, ben non, la plupart du boulot a été fait déjà, donc finalement, ça ne va être que des évolutions maintenant. Non, non, il va y avoir encore des nouvelles technologies. Je peux pas tout dire, mais il y aura des nouvelles technologies qui vont arriver. L'OCT, en fait, pour le ramener en fait à l'activité en France, c'est 13 OCT pratiqués toutes les minutes en France. Ouais, ça, hein. Et c'est 1 million d'OCT réalisés dans le monde entier, chaque Ouais. jour. Et je crois que d'ailleurs que pour la CCAM, pour la CNAM, c'est Ouais, l'acte qui est le plus courant en fait, hein, qui lui coûte le plus cher en réalité. ouais, pratiquement, pratiquement. Ouais. Après, il y a les IVT aussi qui occupent la première place en termes de dépenses. D'accord. Donc oui, il y a des nouvelles technologies qui vont arriver. Bon, là aujourd'hui, on est plutôt sur de l'exploration sur la périphérie. Hmm. Et donc on voit aussi la concurrence qui se développe aussi sur de l'OCT ultra grand champ. Voilà, nous on a d'autres choses qui arrivent. Voilà, oui, bien évidemment, il va y avoir des nouvelles technologies et des nouvelles technologies qui vont s'aider et être combinées avec l'IA et qui va améliorer encore finalement, on va dire, la précocité et la résolution de nos images, et puis surtout la non-invasivité de nos technologies. Tu sais qu'on parle d'OCT en géographie. Jusqu'à maintenant, on faisait aussi des angiographies des produits de contraste. Alors, on en fait toujours, on en a besoin. Mais dans certains cas, on va avoir la microcirculation de manière optique, non invasive. Et ça change beaucoup de choses quand même. Forcément. D'accord, très bien. Ben, écoute, de toute façon, je compte sur toi pour revenir nous voir Avec plaisir. dès que tu pourras nous en dire plus sur ces nouvelles évolutions. Merci à toi, encore une fois, Raphaël. Ça a été un plaisir de te recevoir. Enfin, je dirais au bout de 4 ans. C'est vrai que j'aime beaucoup, moi, ce type d'histoire, ton histoire, qui Merci. fait que désormais, on a vraiment des gens qui maîtrisent leur métier par le fait que tu maîtrises la chaîne de bout en bout. Donc, c'est toujours agréable de Adorable. discuter, d'évoluer avec des professionnels comme toi. Merci, Merci, Raphaël. merci beaucoup. Peut-être pour le mot de la fin, moi je dis Oui, il faut oser. Il faut oser. Il faut pas avoir peur d'être soi. Oscar Wilde disait soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et je pense que c'est complètement vrai. Au départ, j'avais du mal à endosser le costume entre le guillemets, bah voilà, syndrome de du l'imposteur. directeur, voilà, du pôle santé visuelle, du directeur marketing. On s'y fait à ces costumes et en effet, la dimension de soins et la dimension clinique forcément facilite la compréhension des technologies et des innovations tellement complexes qu'on a aujourd'hui et dans une spécialité hyper passionnante qui est l'ophtalmologie. Eh ben, ce costume te va très bien. Je te Merci, laisse ce joli mot de la fin. Merci encore une fois et c'est je te dis à adorable. très vite. Merci. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Un épisode très concret sur le parcours d'un homme qui a su, par son travail et sa persévérance, apporter sa pierre à l'édifice ophtalmologique français. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.